amis téléspectateurs de Code 243. Vous le voyez déjà à l'image, Michael Chibangu à partir de Londres, UK. Bonjour Michael. Bonjour Abraham. Nous sommes le 28 août et permettez-moi, chers téléspectateurs, de présenter tous mes vœux à mon père. C'est son anniversaire, il a 87 ans aujourd'hui. Papa, encore une fois, joyeux anniversaire. À toi, mais également à tous ceux qui célèbrent aujourd'hui leurs anniversaires, que Dieu vous bénisse. Freddy n'est pas avec nous, Michael. Une petite urgence dernière minute. C'est la rentrée des classes et voilà. Donc il s'est excusé, il sera avec nous la semaine prochaine. Mais Michael, tu es notre rédacteur, il y a plusieurs sujets. Tiens, qu'est-ce qui se passe à Bruxelles là? Il paraît que on avait promis beaucoup de fifi, mais les premières images nous montrent que le Congolais est bon enfant et que les gens marchent tranquillement. Oui, c'est encore, on peut dire, je ne sais pas si on peut parler de continuité d'un conflit entre les pro-tshisekidistes ainsi que les gens qui sont pro-Rwanda. Après cette affaire des traités de Nice, on revoit maintenant ces conflits revenir. Cette fois-ci, c'est autour du dialogue. Et il y a des individus de deux camps qui s'étaient promis de s'affronter aujourd'hui à Bruxelles. Les uns voulaient marcher pour le dialogue, les uns contre le dialogue. Il y a eu échange d'insultes sur le net, comme vous l'avez peut-être pu les constater. Et aujourd'hui, c'est supposé être le jour J. Et je ne sais pas si vous avez reçu d'autres informations sur ce qui se passe à Bruxelles, mais sinon c'est ce que je sais pour l'instant. Oui, les quelques images que l'on vient gracieusement de nous offrir nous montrent une petite cinquantaine de Congolais jusque-là. Bon enfant, de toute façon. Les dispositifs de sécurité de la police sont là et nous n'étions pas là pour encourager une quelconque déflagration de la situation, mais au contraire que le respect de la loi soit là. Je crois que dans tous les camps, pratiquement ceux qui s'appellent combattants, tout le monde parle de l'état de droit. Donc apprenons à respecter les libertés des uns et des autres, apprenons à être courtois, apprenons à faire la politique avec l'élégance. Il y a également une élégance en politique. Mais je crois que ce qui avait failli choquer, c'était cette malencontreuse idée d'amener un cercueil et tout ça. Je crois qu'elle était, vous savez, nous sommes des Bantous, c'était une très mauvaise image. Il y a les Congolais sont chrétiens, donc tout ça, facilement, on pouvait verser dans la provocation ou dans la sorcellerie. Mais au fur et à mesure que nous allons avancer dans l'émission, nous allons recevoir des photos et des images. Oui, c'est regrettable qu'on arrive à ce niveau où on doit aller chercher les cercueils pour les uns, pour les autres. Ça montre que nous n'avons pas encore cette culture du débat. Écoutez, les uns sont pour le dialogue, les autres sont contre. Débattez. Que chacun dise pourquoi il est contre le dialogue ou pour le dialogue. Et c'est comme ça que dans une société démocratique, les choses évoluent. On a comme l'impression ici que l'on veut imposer son idée, sa façon de voir les choses aux autres. C'est ce que nous voyons ici. On traite les gens en insulte. Lorsque vous ne partagez pas le même point de vue, vous êtes insulté. Traiter de tous les noms des oiseaux de la forêt équatoriale, chose que nous devons absolument éviter. La démocratie, il faut d'abord commencer par être démocrate soi-même, prêcher par l'exemple. Et nous espérons que les deux camps vont peut-être éviter, ils vont peut-être changer de méthode et s'affronter. S'il faut se battre, c'est avec le cerveau, avec les paroles, pas de débat. Comme on a appris les uns qui menacent la violence, ce n'est pas bien. Nous espérons que les choses ne vont pas dégénérer aujourd'hui, parce que vous savez, la journée n'est pas encore terminée, il y a des choses qui peuvent arriver, mais nous espérons qu'ils feront preuve de maturité. Espérons, je crois que nous avons pu donner des conseils aux uns aux autres et qu'encore une fois, la démocratie, qui est un exercice également d'un dialogue, va aujourd'hui prévaloir sur toutes les antivaleurs, sur tout ce qui a fait qu'aujourd'hui le Congo est là où il est. Congo Airlines, beaucoup de bruit. Où en sommes-nous, Michael? On apprend que les avions sont bloqués, on nous apprend que celui qui serait à Kinshasa a des problèmes. Qu'est-ce que tu as comme info pour nous? Oui, malheureusement, nous avons appris cette nouvelle aussi. Il y a le premier avion
qui est arrivé en RDC, c'est lui nommé Lumumba, qu'on a gracieusement appelé Lumumba. Malheureusement, cet avion connaît des problèmes techniques au niveau du moteur. L'avion, selon les informations que j'ai reçues, serait cloué à l'aéroport de Ndjili. Et évidemment, cela suscite beaucoup d'interrogations parce que c'est un avion qu'on vient à peine d'acheter, qui n'a même pas encore effectué beaucoup de vols, même pas de vol inaugural. Et déjà, cet avion a des problèmes. Il y a ceux qui se posent des questions à savoir si c'est encore des cercueils volants qu'on est allé acheter. Parce que l'avion, il ne suffit pas simplement de regarder l'âge, il faut aussi voir le tas, l'entretien. Parce que l'avion, selon Matata, l'âge de l'avion, c'est à partir de 2008. 2008, mais il n'y a pas que l'âge. Il faut voir combien de fois cet avion a été utilisé. Comme on dit, les malaises, souvent, la condition technique de cet avion. Heures de vol et tout ça, oui. Heures de vol, tout cela compte. Et ce n'est pas une bonne nouvelle pour une société qui n'a même pas encore proprement dit commencé. Et déjà, il y a des problèmes techniques, des problèmes d'avion. Et comme si le malheur ne vient jamais seul, le deuxième avion, vous l'avez aussi appris, serait bloqué en Irlande à cause de la dette. C'est une dette que le gouvernement congolais doit à un certain nombre d'affaires. Et le gouvernement avait une dette de 11 millions. Ils ont payé 1 million, mais il restait encore 10 millions d'euros qu'ils doivent payer, ou sinon l'avion serait vendu pour récupérer l'argent et en donner à ces hommes d'affaires. Oui, moi j'ai également eu, pour compléter toute une info de Kinshasa, c'est que le premier avion qui serait arrivé a en fait raté un décollage. Alors, imaginez qu'un avion à vide rate un décollage et que le système de freinage, en fait, il a dû freiner en dernière minute et tout ça, et ceux qui étaient à l'aéroport, on a dit qu'on a créé une catastrophe. Est-ce que c'était une erreur de pilotage? Est-ce que c'était un problème technique? Bref, l'avion est au sol. Et je crois que les éléments qui commencent à nous être livrés un à un nous parlent d'une panne. Bon, la deuxième chose, c'est que et là, je convie ceux qui nous suivent, nos téléspectateurs, d'aller sur notre page. Notre confrère Freddy Monanga a écrit un super article où il explique qu'il a vraiment été fouillé, il est parti à l'origine de ce procès et a mis sur la table tous les éléments nécessaires qui peuvent permettre aux Congolais de comprendre pourquoi ce deuxième avion qui est bloqué à Dublin est bloqué. Maintenant, nous continuons et nous avertissons nos auditeurs et téléspectateurs qu'il y a une enquête que nous sommes en train de mener. Parce que, Michael, il faut savoir une chose, les prix qui ont été annoncés pour ces avions ne correspondent pas au prix du marché de la aéronautique. Cette étude-là, nous sommes en train d'y travailler ici du côté de Washington. Deuxième chose, les conditions de vente qui ont été déclarées par le Premier ministre Matata Mponyo dans l'aviation, on n'achète pas des avions cash. Et surtout lorsque c'est un gouvernement. Donc c'est une loi que l'OACI, qui est l'organisation de l'aéronautique internationale, a imposée. On parle beaucoup plus de leasing qu'autre chose. Donc nous sommes en train de fouiller pour apporter sur la table les preuves tangibles. Qu'est-ce qu'il y a eu, comment cela s'est passé, parce qu'il est important que les Congolais sachent. Hein, la valeur marchande de ces avions est aux alentours et de moins de 10 millions de dollars pièce, et tout dépend, comme tu l'as bien dit, des heures de vol. Donc nous annonçons cela et prévenons. Nous allons vraiment diguer, les informations sont là et doivent être divulguées. Donc dans l'aéronautique, c'est comme lorsque vous achetez une voiture aujourd'hui sur le marché, toute voiture a un VIN number, hein, un numéro de châssis, tout avion a également un numéro. Lorsqu'il y a une transaction, quelque part, l'information doit être figée pour dire le véhicule, je ne sais pas, Range Rover, de telle couleur, de telle année, a été vendu. Donc on peut tracer, il y a une traçabilité. Si elle existe pour les véhicules, si elle existe pour les téléphones, elle existe pour les ordinateurs, également pour l'avion, cela existe. Donc peuple congolais et autres Africains qui nous suivent, sachez que dans quelques temps, nous allons pouvoir mettre à votre disposition certains éléments et nous allons les comparer avec ce que Matata Mponyo et ses amis ont déclaré haut et fort à ce sujet-là. Notre but, ce n'est pas
de casser Congo Airlines. Notre but, c'est simplement qu'il y ait la vérité. Nous ne comprendrons pas par le jeu des commissions que les prix d'un avion soient gonflés si c'est le cas, alors que, Michael, tu le sais, les anciens travailleurs d'Exaïr qui ont été mis à la porte n'ont jamais été payés. Hein, s'il y avait un extra d'argent, on s'en serait servi pour payer ces gens qui sont à la retraite, on s'en serait servi pour peut-être acheter pour la même somme 3, 4 avions au lieu d'en avoir que 2. Donc c'est un peu cela. Oui, tu voulais dire? Tout à fait. La bonne gouvernance impose cette transparence. Il appartient à Matata Ponyo de donner des explications parce que déjà, on parle de panne ça et là, et ce ne sont pas des choses, des propos, des choses qui rassurent. Et les prix aussi semblent exagérés. Il lui appartient, au nom de la transparence, de dire voilà, voici les documents. Faites votre enquête, vérifiez. On dit c'est lui qui n'a rien à craindre, on n'a rien à cacher. Il ne suffit pas de dire l'avion a été acheté à toute transparence. Comment? Montrez-le, prouvez-le. Et c'est là pour éteindre, n'est-ce pas, les rumeurs, et s'il montre des documents officiels, documents qui montrent le prix d'achat et tous les autres prix, et ça pourrait un peu calmer la tension, mais sinon, les choses pour Congo Airlines, les choses ont mal commencé pour elle. Et nous espérons peut-être que les choses vont s'améliorer parce que c'est notre argent, l'argent des contribuables congolais. Ce n'est pas l'argent de Kabila, ce n'est pas l'argent des Matata, c'est l'argent du peuple congolais qui a été utilisé pour lancer cet avion, cette entreprise Congo Airlines. Donc il est de l'intérêt des Congolais que cette entreprise, que ces projets réussissent. Mais pour que ces projets réussissent, il faut la bonne gestion. Il faut la bonne gestion, il faut beaucoup de transparence parce que ils ne sont pas la première entreprise nationale. Nous avons eu Air Zaïre, comme vous l'avez dit tantôt. Il y a eu LAC, ligne aérienne congolaise, toujours en faillite. Et maintenant, nous avons Congo Airlines. Si nous continuons avec les mêmes vieilles habitudes, même cause, même effet. Donc, voilà. Même cause, ouais, même cause, même effet, comme tu le dis si bien. Bon, nous espérons, et il faudrait pas non plus, voilà, question aussi de quiétude. Imaginez que les Congolais apprennent demain que bon, le premier avion qui est arrivé a des problèmes de décollage et tout ça, ça va pas inspirer la confiance. Bien sûr, pas confiance. Ah, voilà. Il n'y a pas que ça. Bon, aussi, on peut voir les autres compagnies qui sont sur place en RDC. Hein, nous encourageons, chers auditeurs et téléspectateurs de Code 243, nous encourageons la création de cette société parce que d'ailleurs le gouvernement a pris des décisions pour au niveau des tarifs. Hein, on a vu que les tarifs ont été revus à la baisse, tout ça, qui pourrait permettre aux Congolais de plus de se déplacer facilement parce que les prix qui étaient en application étaient vraiment mirabolants. Donc partir de Kinshasa à Lubumbashi, près de 600-700 $. C'est comme si vous preniez un vol international. Un vol international. À même distance ici, lorsque vous quittez Washington pour aller à Los Angeles, c'est avec le décalage, c'est pratiquement un vol international. En termes de temps, ben bon, le vol va vous coûter 350 $ le moins, quoi. Donc c'est ça l'affaire. Donc bon, où est-ce que on a parlé de cela? Dis-moi. Pourtant, un confrère avait annoncé un premier entretien il y a quelques jours avec un entretien entre le président Kabila et l'envoyé spécial. Cela a été annoncé il y a quelques mois, mais on vient d'apprendre que le premier entretien n'a eu lieu que mercredi. Tout à fait, oui. Le premier entretien n'a eu lieu que mercredi. L'envoyé spécial lui-même l'a confirmé. Il a dit ils ont parlé de la question élection, FTLR, opportunités économiques, pour ne citer que ce sujet. Oui, et la position des États-Unis n'a pas changé par rapport aux élections. L'élection présidentielle et législative doivent avoir lieu en 2016 tel qu'est prévu. Position qu'a répété aussi Kobler, représentant de Ban Ki-moon. L'élection présidentielle doivent avoir lieu en 2016. On voit qu'ils tiennent au respect de la Constitution, de ce délai constitutionnel. Parce que pour l'instant, comme vous l'avez remarqué, il y a ces manœuvres de la part du pouvoir. Ils cherchent à tout prix à retarder ces élections présidentielles de 2016. On a commencé d'abord par vouloir subordonner ces élections au recensement. On dit non, il faut d'abord un recensement qui pourrait prendre 3, 4, 5 ans.
Et le peuple est sorti en janvier pour dire non, c'est là. Ils ont fait marche en arrière et maintenant ils ont contourné cela. Ils ont lancé ce découpage qui vient compliquer. Comme maintenant, il y a presque une paralysie au niveau de province. Imaginez-vous Abraham qui a, par exemple, prenez la province du Katanga. Elle a été découpée en 4, je crois. Et à ce stade, il y a un seul gouverneur. Il y a un gouverneur, Moïse Katumbi. Il y a 4 assemblées provinciales. Et vous voyez déjà comment les choses, les chaos qu'ils ont créés, ils se sont précipités. Il fallait normalement attendre que la CENI organise l'élection, avoir de nouveaux députés provinciaux qui allaient eux-mêmes élire leur gouverneur. Mais cette précipitation a créé les chaos, a bloqué le processus électoral. Et la CENI vient de publier, Kalamba vient de parler pour dire qu'il faut des négociations pour enfin qu'ils puissent payer un nouveau calendrier. Donc on voit que la CENI, Abraham, vous vous souvenez que l'opposition en RDC avait demandé un calendrier global et consensuel. La CENI avait refusé ces consensus. La majorité présidentielle aussi avait refusé cela. Aujourd'hui, on revient, on dit non, il faut ces calendriers consensuels. Vous voyez que le pouvoir refuse d'écouter et maintenant, ils sont droits, ils sont devant un mur. Il va falloir reculer et contourner, aller faire les choses autrement. On revient à la position de l'opposition. S'ils écoutaient, on ne serait jamais ici parce que c'est quelque chose que l'opposition disait tout le temps, ces calendriers irréalistes, ces calendriers, même les prix a été gonflé, c'est un prix artificiel, on parle d'1 milliard de dollars, alors que nous avons déjà organisé l'élection en 2006, nous avons organisé l'élection en 2011, ce qui voudrait dire qu'il y a déjà des matériels que nous avons, les kits, les isoloirs, les ballot box, les urnes, tous ces genres de choses, nous devons déjà les avoir, ce qui veut dire, cela suppose aussi que le coût devait diminuer parce que nous avons déjà acheté certains matériels. Mais ce n'est pas le cas. Par contre, on va maintenant dans les milliards. Et argent que le gouvernement n'a pas, parce que le budget national étant de à peu près 9 milliards de dollars, et 1 milliard sur 9, c'est déjà beaucoup. Et c'est encore une façon de bloquer toujours ces processus électoraux. Mais l'opposition, la communauté internationale sont clairs. 2016, qu'il pleuve ou qu'il neige, il doit y avoir élection présidentielle. Le président Kabila doit céder le pouvoir. Oui, c'est vrai, ce que tu dis, que je confirme par ailleurs, et j'invite les Congolais et ceux qui nous suivent sur Code 243 régulièrement d'aller sur notre page. Nous avions posté une vidéo de Martin Kobler lorsqu'il était en visite à Lubumbashi rencontrant Moïse Katumbi. Il a fait une déclaration parce qu'il revenait du Conseil de sécurité pour dire que il attend toujours, il a encore répété qu'il y a un calendrier consensuel parce que la MONUSCO va trouver les finances pour pouvoir aider à la matérialisation de ce projet-là. Ce serait d'ailleurs une très bonne chose. Et bon, parce que quand on parle aujourd'hui d'avoir un calendrier consensuel, c'est-à-dire on parle quoi, qu'il y a un dialogue. Voilà. L'une certaine opposition veut un dialogue au sein de la CENI, qui est une très bonne chose, parce que la CENI c'est elle qui organise les élections. Une autre se dit il faut qu'on englobe Kabila dans sa démarche. Mais je crois que j'en appelle à la responsabilité. Dans quel sens? C'est que d'abord les deux factions de l'opposition qui aujourd'hui l'une dit non au dialogue, l'autre dit oui, devraient peut-être s'asseoir pour voir s'il y a eu dialogue, qu'est-ce qui pourrait se passer derrière. Il faut se donner des garanties. Il ne faut pas qu'aujourd'hui le peuple congolais soit pénalisé alors que le timing que nous avons est vraiment un timing très important. Et si nous ne marchons pas de pair, nous risquons de connaître pratiquement. Je crois que ce qui se passe à Bruxelles est le reflet aussi parce que il faut pas se leurrer. Les jeunes qui marchent aujourd'hui à Bruxelles, je suis sûr qu'il y a certains opposants aussi en politique qui sont heureux que ce que ça passe à Bruxelles se passe simplement par positionnement, simplement par conviction que leurs idées passent. Donc je crois qu'il y a un apprentissage de part et d'autre, pro-dialogue. Il est important que nous puissions faire avancer les choses. Et ça sert à rien d'aller diviser. On a vu les résultats que cela nous a donné en 2011. Aujourd'hui, je crois que tous les partis qui ont pu donner des listes et qui sont préparés pour avoir des candidats dans les différentes circonscriptions
ont intérêt à s'asseoir. Donc, on en appelle à l'UDPS, à l'UNC, au MLC, à tous ces partis qui sont là, de pouvoir se réunir une fois pour toutes et que l'on engage la machine. Sinon, ce serait malheureux. Ce serait malheureux que de voir Joseph Kabila et sa majorité présidentielle nous tendre un piège, un second et tout ça, et chaque fois on glisse et nous sommes déjà pratiquement au début septembre, donc fatalement les élections urbaines, locales et municipales ne vont pas avoir lieu. Quand est-ce qu'on va les avoir? Quand est-ce qu'on va mettre en place le recensement des jeunes qui sont arrivés à l'âge de majorité? Quand est-ce qu'on va le faire? Je crois que tout ça doit être vu. Et comme tu l'as si bien dit, quel serait maintenant le coût des élections couplées provinciales, législatives et présidentielles? Quel est le nouveau coût avec les nouvelles provinces? Je crois que toutes ces choses-là techniques doivent nous amener à plus de maturité. Avec les nouvelles provinces, ça change tout, ça augmente les prix, ça complique la tâche. Après, il convient ici de noter que toute l'opposition veut les dialogues. Même si les gens jouent avec les mots, ils disent non au dialogue de Kabila, mais ils proposent un autre dialogue avec la CENI. C'est toujours le dialogue. Il faut dire, nous disons oui au dialogue, mais nous sommes contre le genre de dialogue qu'il propose Kabila. Mais au fond, il va falloir un dialogue parce que ce soit la dynamique avec les Cameroun et les autres, il propose un dialogue, il propose l'enrôlement des nouveaux majeurs, ils défendent même, comme l'UDPS, ils défendent aussi les élections présidentielles dans le délai. Il y a beaucoup de points de convergence entre eux. La seule divergence que je vois, c'est au niveau du format, type de dialogue qu'il doit y avoir. Et ils préfèrent un dialogue tripartite, c'est-à-dire avec la proposition majorité et CENI, tandis que l'UDPS a un autre format qu'ils ont proposé. Mais il n'y a pas tellement de divergence. Ils ont ce même souci. Mais malheureusement, des fois, à cause des égos personnels, on se lance dans des combats, on commence à se détruire les uns les autres, alors que quelque part, ils combattent, ils mènent presque un même combat. Donc il convient à toutes ces personnes, on encourage Félix Tshisekedi et les autres en tant que donc l'UDPS étant la fille aînée de l'opposition, d'assumer son rôle, concerter les autres, parler avec les autres, engager, écoutez-le, qu'est-ce qu'ils proposent, et essayer de trouver un terrain d'entente, parce qu'on a comme l'impression qu'il y a ces deux blocs d'opposition. Après, vous l'aurez remarqué en janvier, c'était la même chose aussi. Lorsque les autres disaient des marchés, l'UDPS, par la voix de son porte-parole, disait il ne faut pas marcher, cette affaire-là ne nous concerne pas, nous c'est les dialogues. Et on a vu ce qui s'est passé en janvier. Donc, c'est comme ils s'opposent, même malgré qu'ils ont le même objectif, mais il y a cette compétition interne. Donc, je vous rejoins lorsque vous parlez de positionnement. Il y a comme ces positionnements-là, qui va à la première place à l'opposition, qui va remplacer qui. Mais au finish, il faut un dialogue. Mais pas n'importe quel dialogue, il faut un dialogue qui respecte la Constitution, un dialogue non pas pour les partages des pouvoirs, des postes, un dialogue pour ces calendriers consensuels que réclame l'opposition. Toute l'opposition réclame ces calendriers consensuels. Et non seulement l'opposition, vous l'avez souligné, Kobler, la communauté internationale aussi demande ces calendriers consensuels. Donc pour arriver à un consensus, le seul moyen c'est le dialogue. Donc nous encourageons cette voie, mais nous refusons le dialogue de partage des pouvoirs et de transition, du troisième mandat qui proposent certains. Parce que tu sais, à ce sujet, ce que je constate également, c'est une volonté ici de l'UDPS de faire cavalier seul. Tu as vu, Michael, ces dernières semaines, que les révélations sur les rencontres pré-dialogue ne sont pas venues du pouvoir, mais sont venues des acteurs politiques de l'opposition. Le format que l'UDPS propose, 10 membres, et l'UDPS en fait parle de UDPS et alliés, dans la compréhension du dialogue, on a l'impression que l'UDPS a clôturé et s'est dit nous allons mener cette affaire, c'est un dialogue entre la majorité et l'UDPS. Et l'UDPS s'est réservé le choix ou le droit de choisir ceux qui peuvent s'allier avec nous.
ceux qui parlent du dialogue au sein de la CENI, c'est un dialogue ouvert à tous les partis d'opposition, sachant que nous avons une multitude de candidats. C'est pour cela qu'il y a une certaine opposition qui se dit on doit aller de ce côté-là. C'est-à-dire les petits partis où tu n'as qu'un seul membre et tout ça, dont on ne connaît pas les secrétaires généraux et tout ça. Bref, c'est le Congo. Et de l'autre côté, tu as l'UDPS qui se dit non, je vais pouvoir choisir. Et de toutes les façons, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on risque de voir? Le pouvoir d'un côté, l'UDPS, le MLC, l'UNC, et peut-être un autre parti que l'UDPS considérerait comme étant un parti important. Donc c'est l'une des raisons aussi majeures qui fait ce blocage-là. Parce que nous avons essayé d'analyser, Michael, c'est pas concevable. Les personnes qui ont parlé, on a entendu Jean-Claude Wemba monter au créneau, on a entendu Franck Diongo monter au créneau, et on devait se poser des questions. Jean-Claude Wemba, tout comme Franck Diongo, ce sont des personnes qui sont issues de cette mouvance et qui ont d'ailleurs été élues en 2011 avec l'apport de l'UDPS. On les a vus aux côtés du président Tshisekedi, c'était en fait des Tshisekedistes, et aujourd'hui les voir être en premier au front pour pouvoir révéler des vérités comme celle-là, il faut se poser des véritables questions. Et ça aussi, nous l'avons dit à notre dernière émission, on a un problème de leadership, on a un problème d'homme. Tu l'as dit, orgueil. J'ai posé la question à certains membres, et j'ai compris une chose aussi, c'est que l'UDPS n'a pas digéré ce qui s'est passé à Sun City en 2001. C'est quelque chose qui leur est resté au travers la gorge, parce que alors qu'ils s'attendaient à recevoir, à avoir aussi une vice-présidence, ils n'ont rien eu. Alors, chat échaudé, comme on dit, craint l'eau, je crois que ceci... Oui. À Sun City, encore, on dit que l'attitude de l'UDPS, cette attitude de cette position me revient de droit. Alors, j'ai pas à négocier. C'est ce qui complique des fois lorsqu'on ne considère pas du tout les autres. Ils vont aussi dire, comme vous ne considérez pas, nous allons faire bloc contre vous. C'est ce qu'on a vu à Sun City, c'est ce qu'on a vu en janvier, c'est ce qu'on revoit encore aujourd'hui. L'UDPS plutôt devait chercher à rassembler. Et vous savez, en 2011, Etienne Tshisekedi avait dit, lorsqu'on révisait même la Constitution pour changer, passer de un tour à deux tours, l'UDPS avait dit quoi? Même à un seul tour, moi, Tshisekedi avait dit, même avec un seul tour, je vais gagner. Donc il était tellement sûr, alors que les autres protestaient pour dire non, il faut seulement deux tours. Il avait dit, même si vous changez de un tour à deux tours, moi, Tshisekedi, je vais gagner. Et lorsqu'on a posé la question pour savoir, mais Tshisekedi, vous n'allez pas réunir l'opposition, il dit même seul, je gagnerai. Donc il n'y avait pas vraiment, ils n'ont pas vraiment vu la nécessité d'unir l'opposition. Les autres, il a fallu beaucoup de pression diplomatique sur Tshisekedi. Et à un certain temps, Tshisekedi a dit non, ces gens me font trop de pression, alors je vais écouter, il avait écouté Kengo, il a un temps Kamere, et tout cela, ça n'a pas marché, parce que Kamere, quelque part, voulait des assurances, partage des postes, on parle de prémature, il fallait que Tshisekedi le dise comme tel, ça n'a pas marché, et vous savez la suite. Donc, l'orgueil, comme vous l'avez dit, il faut beaucoup d'humilité. Lorsqu'on est la fille aînée de l'opposition, il faut considérer ces petites sœurs, ces petits frères dans l'opposition, les encadrer, et surtout dialoguer avec eux. Comment vous allez dialoguer avec Kabila? Vous laissez vos frères de l'opposition, vous allez directement avec Kabila. Et aussi un autre, même dans l'UDPS, il y a cette crise qui nécessite aussi un dialogue. Ça me fait mal de voir les gens de l'UDPS, les gens comme Jacquemin, être en dehors de l'UDPS. Jacquemin, en 2011, ce sont des gens qui sont battus vraiment pour Tshisekedi. L'ancien SG de l'UDPS. Aujourd'hui, il est décoté, ignoré. C'est une grande perte. Pourquoi ne pas avant? On dit un royaume divisé ne peut pas subsister. Voilà, et cette division à l'interne, cette division dans l'opposition, le tout fragilise l'opposition. Non seulement l'UDPS est fragilisé, mais l'opposition encore. Il faut faire bloc. Vous avez ceci, réellement le combat de l'UDPS, c'est pour les élections en 2016. Ils ont intérêt de travailler avec leurs collègues pour cet objectif-là. Et comme vous avez dit, lorsque cela sera acquis, l'autre bataille sera maintenant qui sera les candidats commun ou le candidat unique de l'opposition, mais nous ne sommes pas encore à ce niveau. Ce n'est pas maintenant qu'il faut se battre pour cela, essayer de se positionner. Nous avons un grand combat parce que rien n'est garanti qu'il y aura élection présidentielle en 2016.
Comme tu le dis, mon frère, je crois que encore une fois, je ne cesserai de le répéter, et nous ne cesserons de le répéter. Il est grand temps que l'UDPS, en sa qualité de fille-mère, joue son rôle et convoque les autres ou invite les autres opposants, les autres responsables des partis politiques pour qu'il y ait une stratégie commune pour faire avancer les choses. À moins que ce qui se passe maintenant soit également une stratégie. Les uns disent non au dialogue, les autres disent oui. On n'en sait rien. Calcul politicien, peut-être que... peut-être, je rêve un peu. Hein, ce qui serait d'ailleurs, pourquoi pas, une bonne stratégie. Les uns restent dehors, les autres sont dedans, on pousse et on peut chaque fois balancer. Mais bon, anyway. Et par ailleurs, on apprend, Michael, que la dynamique de l'opposition, je peux dire, elle, Vital Kamere, a proposé une marche le 15 septembre, et on les a même vus dans les rues, je crois, le week-end dernier. Donc maintenant, c'est à se poser des questions. Le 15 septembre, c'est pratiquement le jour de la rentrée parlementaire. Bon, nous sommes à 15 jours, on n'entend pas grand bruit. Est-ce que tu as entendu quelque chose à ce sujet? Abraham, quand vous le dites, on n'entend pas grand bruit. Je doute fortement qu'il y aura marche le 15, parce que et même c'est comme s'ils ont annoncé pour annoncer, ce n'est pas... rien n'est fait pour que cela ait lieu. Il n'y a pas cette campagne d'information, de vulgarisation. On a comme l'impression qu'ils ont juste dit cela pour dire. Je ne crois pas qu'il y aura marche ce 15. Il y aura rentrée parlementaire, certes. Et à moins que quelque chose de spécial se passe, mais sinon s'ils font marche avec... Non, meeting, en fait c'est un meeting, c'est pas une marche, un meeting. Bon, oui, merci pour ce meeting. Sinon, s'ils font un meeting dans des conditions pareilles, je ne crois pas qu'ils auront plus de 2000 personnes. Parce que on n'entend pas parler. On n'entend pas parler. Je ne crois pas que les gens soient informés de cette soi-disant marche. Non, on n'entend pas parler. Ce serait étrange s'ils décident de continuer dans ces conditions. Michael, pendant qu'on en parle, crois-tu qu'aujourd'hui, si la communauté internationale, d'après les fuites, d'après ce que nous lisons, chacun est en train de fuiter là, de faire ses supputations, on a entendu Kobler parler de consensus, on a entendu Perriello, l'envoyé spécial, parler de calendrier et tout ça, consensus. Si demain, Joseph Kabila nous surprenait, parce que c'est lui en fait qui est la dernière pièce, parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé en Italie. On a entendu les premières supputations, Félix Premier ministre, puis après c'était Maître Mukendi Premier ministre, puis après j'ai lu dans la presse pas plus tard qu'hier, je crois que c'est le Potentiel ou le Phare qui a dit qu'il n'en était pas le cas. Bon, si demain Joseph Kabila, comme il aime bien se prendre, appelait ce fameux dialogue avec un émissaire, avec sous la supervision comme on l'a dit, selon les résolutions 2098 et 2311, crois-tu, ou 2211, crois-tu que l'opposition, El Kamere et les autres vont rester à l'extérieur? D'après... Si Joseph Kabila dit que la constitution sera respectée, les autres vont rejoindre. Là, je vous assure, ils vont rejoindre. Vous serez surpris. Ils vont rejoindre parce qu'ils veulent ce dialogue. Je vous ai dit même quand ils disent le dialogue avec la CENI, si le dialogue va se faire dans le respect de la Constitution, je ne vois pas pourquoi on doit opposer ce dialogue. Si Kabila dit je ne serai pas candidat, il y aura élection en 2016. Moi, Kabila, je ne serai pas candidat. Ce que je veux, c'est juste que nous puissions nous mettre d'accord pour que qu'il y ait des élections libres, crédibles, transparentes en 2016 pour éviter les chaos. Mais ils iront, je suis sûr, certains qu'ils iront. D'ailleurs, nous avons entendu, Maître Mayo il a dit ici au Top Congo que si, dans des conditions pareilles, lui-même, il allait faire la campagne au sein de l'UNC pour convaincre ses amis de participer au dialogue, si et seulement si Joseph Kabila sortait et annonçait un dialogue, mais dans le respect de la Constitution. Je crois la crainte pour beaucoup, c'est que la Constitution risque d'être violée, c'est la crainte de la transition, la crainte du gouvernement de transition. Si on enlève cela, il faut le dialogue, il faut parler. Si Kabila avait sorti paisiblement, pourquoi pas? Pourquoi pas? Espérons, moi j'inviterai tout un chacun, à beaucoup plus de responsabilités.
Parce que, vous savez, on rate le coche et c'est malheureux, tu l'as bien dit, orgueil, ou supputation ou crainte et tout ça, et finalement on se retrouve à la case départ, et on regrette de n'avoir pas pris les bonnes décisions en temps utile, et le processus est retardé. Y a-t-il un autre sujet, Michael, que nous n'avons pas abordé? Bon, c'est presque ça, à part notre ami du Burundi qui a prêté serment son gouvernement aussi. On voit qu'il persiste et continue. Et on craint pour le Burundi parce que maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Et aussi, cet effet, on voit le Burundi, Congo-Brazza, jusqu'à présent, il y a un silence. Mais est-ce que c'est les calmes avant la tempête, comme before the storm? Alors on ne sait pas. En RDC, la bataille, c'est les glissements, donc ça se répercute. Mais quant à la RDC, on voit plus que la communauté internationale s'investit plus pour le cas RDC. Vous êtes sans ignorer que de tous les présidents, Obama lui-même a pris son téléphone pour appeler Joseph Kabila et lui rappeler du respect de la Constitution, chose qu'il n'a pas fait pour les autres. On a vu John Kerry, on n'a pas vu John Kerry aller au Congo-Brazza, on n'a pas vu John Kerry aller au Burundi, aller au Rwanda, mais il est venu en RDC avec le même message. Et on voit toute la communauté donc, qui parle d'une même voix lorsqu'il s'agit de la RDC. Donc le cas Congo est un cas spécial. Et ce que nous espérons tous, c'est que les choses vont bien se passer, mais on ne sait jamais, on espère, on ne sait jamais peut-être, vous savez, avec tous ces mobutistes autour de Joseph Kabila, qui chantent Kabila désir, Kabila, il n'y a que Kabila, on risque de les pousser à la faute, et demain, lorsque Kabila va tomber, ce sont les mêmes qui feront des documentaires pour nous dire comment Kabila était mauvais, comme, vous savez, hier, ceux qui avaient travaillé avec Mobutu, lorsque Mobutu a quitté les pouvoirs, ils ont fait des documentaires contre lui pour dire qu'il était mauvais, il buvait le sang humain, il couchait avec leurs femmes, toutes ces choses, alors que c'était eux qui chantaient, qui faisaient toutes les campagnes pour Mobutu. Donc, non. Problème d'homme en RDC. Il y a ces flatteurs qui font du bruit, qui espèrent tirer profit de Joseph Kabila, tirer profit de lui, se servir de lui, lui faire croire qu'il l'aime, mais ce qu'il cherche plutôt, c'est ce fromage, les fromages qui viennent de lui. Donc, vous savez, c'est un peu ça, c'est qu'on assiste. Et maintenant, ça s'amplifie. Hein. C'est comme si c'est devenu une lutte, une compétition interne. Qui peut flatter Joseph Kabila le plus? C'est chaque gouverneur, c'est les gouverneurs, c'est pas les gouverneurs, c'est les ministres, non, le président de la République. La RTNC, c'est comme si c'était, comment on dirait, c'est comme les Américains diraient, un reality show pour Joseph Kabila. Le président a fait ceci, il est allé dans tel truc, le président a dit, le président a signé, le président tient que, le président, tout est personnifié, c'est devenu comme son show, c'est ce qui est dangereux. C'est ça la qualité des grands dictateurs. Mais pour revenir à Nkurunziza, je crois que cette semaine, nous avions reçu une lettre, en fait, que le ministère des Affaires étrangères burundais avait envoyée aux représentations diplomatiques. Parce que les représentations, les ambassadeurs et autres, d'abord, ils n'ont pas été à la prestation de serment. Ils ont chacun envoyé des petits gradés et tout ça. Bon, c'est que ceux qui se rappellent la période du Zaïre s'en souviendront. Je crois que la communauté internationale l'a fait aussi. Donc, ils savent comment humilier et envoyer un message dur. Donc, oui, c'est vrai que le problème du Burundi doit absolument trouver une solution parce qu'il risque de faire jurisprudence après que l'Afrique ait cru que ce qui s'était passé au Burkina Faso allait aider, qu'il allait avoir cet élan avec des changements suite aux revendications du peuple. Et ça aussi, il faut le dire, le président Obama, qui pourtant avait promis qu'il allait soutenir tous les peuples qui allaient se lever pour revendiquer leurs droits, il a dit, il était en Afrique, les Burundais se sont levés pendant plus d'un mois, 45 jours, ils ont battu la rue et tout ça, aujourd'hui, le peuple est abandonné, il y a eu la casse, donc nous demandons également à tous nos frères de ne pas se décourager, frères et sœurs, et également à la communauté internationale via les États-Unis de savoir également respecter les paroles qui est prononcées. Regardons le cas de la Syrie, même si c'est aujourd'hui, si tu vois ce qui s'est passé en Syrie, c'est malheureux. C'est malheureux, la Syrie est complètement détruite.
complètement détruite. Oui, oui. Hein, et Assad est toujours là, conquérant, il a utilisé des armes chimiques, il a utilisé tout ce qu'il pouvait utiliser. Et si j'en parle de la Syrie, mon cher Michael, c'est parce que nous avions marché, nous, ici à Washington, avec les Syriens. Nous étions avec eux dans DC. Nous étions avec eux. Les images sont là sur Facebook, sur YouTube. On a marché avec les Syriens. On se retrouvait tous les samedis. Et pendant une année, je crois que c'était en 2011 ou 2012, ils ont systématiquement été posés de 11h à 13h devant le département d'État. Et tous les samedis, pendant 52 semaines, ils avaient un permit pour se mettre devant la Maison Blanche. Et je me souviens avoir participé à plusieurs réunions, et lorsqu'ils ont décidé en 2013 d'aller sur terrain, j'ai cru que, les États-Unis allaient aider, mais aujourd'hui, c'est malheureux. C'est malheureux. Aujourd'hui, ils ont été abandonnés. L'engagement de la communauté internationale, on ne parle plus de la Syrie alors que les conflits continuent, les villes sont détruites, les Syriens sont forcés d'aller en exil, ils doivent marcher pour venir en Europe. C'est tout un pays qui est détruit et comme ça, je crois que peut-être certains conflits arrangent la communauté internationale parce qu'après tout, ce qui compte pour eux, c'est leur intérêt. Ce n'est pas l'amour pour la Syrie, c'est leur intérêt. Les intérêts changent. Les intérêts peuvent changer selon la situation. Au début, ils voulaient le départ d'Assad, mais c'est comme s'ils ont compris que ça ne sert plus à rien, il peut rester. Peut-être qu'il serait le moindre mal, mais le chaos persiste et c'est ce que nous voyons. Donc aussi, ça peut être une leçon pour nous Congolais de ne pas dépendre trop de la communauté internationale. Et aussi l'UDPS, nos amis de l'UDPS, qui ont été roulés beaucoup de fois par la communauté internationale. Vous verrez, même quand on parle de Sun City, il y avait juste cette communauté internationale. En 2006, communauté internationale. 2011, tu sais qu'il dit, il a voyagé presque partout. Il est allé presque partout. Il était aux États-Unis, au Canada, ici en Grande-Bretagne, en France, à Bruxelles, en Afrique du Sud. Il a visité tous ces les personnes qu'il avait qualifiées de décideurs. Non, je suis allé le voir pour leur dire qu'ils doivent laisser les Congolais décider. Et à la fin, ça n'a rien changé. Ce qui compte, c'est les intérêts. Est-ce que l'UDPS doit se poser cette question? Est-il dans l'intérêt de la communauté internationale pour eux d'avoir la présidence? Peut-être que ce n'est pas le cas. On dit la communauté internationale, peut-être ils ont déjà leur candidat. Et lorsqu'ils demandent le départ de Joseph Kabila, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'ils ont déjà une personne qu'ils ont préparée pour le remplacer. Qui est cette personne? Certains citent Katumbi, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, mais l'avenir le dira. D'autres citent Vital Kamerhe. Donc voilà, notre site Caméré. Voilà, c'est ça. à moins qu'on ait un candidat surprise qui va arriver dans la diaspora. Il y a quelques-uns qui se sont levés. Le professeur Matungulu ou encore tout récemment Monsieur Noël Chani qui était à la Banque mondiale. Tous les deux par ailleurs ont travaillé dans ces institutions. Donc je crois qu'il y a quand même une pléthore de candidats potentiels, mais encore une fois la décision c'est à un autre niveau. Et espérons que nos partenaires vont cette fois-ci aider le Congo à avoir une personnalité responsable qui permettra ce redécollage économique et moins de tripatouillage des finances publiques. Voilà Michael, je crois que nous avons fait le tour, à moins qu'on ait oublié. Non, c'est presque tout. Hein. C'est tout. C'est presque tout, voilà. Amis téléspectateurs de Code 243, Freddy n'était pas des nôtres pour une petite urgence, mais il sera là la semaine prochaine. Nous rappelons que nous sommes disponibles. Michael est disponible sur Facebook, et également sur Twitter. Il faut le suivre. Il est très très actif. S'il y avait des questions, il est génial. Souvent, je vais un peu chatter, voir ce qu'il fait de l'autre côté pour me documenter. Et nous sommes là. Nous rappelons que c'est pour très bientôt. Ça a pris du temps la radio, certes, mais bon, vous savez, la radio, ce n'est pas la télé. Ça demande un peu plus de technicité. Nous y travaillons. Le signal sera lancé. Dans peu de temps, vous serez tous mis au courant. Voilà. Pour ceux qui nous rejoignent, disons, c'est sur Code 243 et nulle part ailleurs. Bonsoir chez vous. Bonsoir Michael. Bonsoir à tous.